Merci donc au musée de la photographie pour cette invitation et merci à vous tous de manifester de l'intérêt pour l'histoire de notre île. Nous avons donc travaillé en équipe et 6 d'entre nous, Philippe Pojard, que vous avez entendu ici, Samuel Sanchez, Didier Nativel, Sylvien Demiamne, Nicolas Pell ici présent, et moi-même, nous avons été responsables de la rédaction. Chantal Radimla, je ne sais pas si elle est là, Bas-Croissoir Fête que je vois, Claude Randémien que je vois également, nous ont aidés pour des points précis et nous les en remercions. Alors, en 2022, donc, paraissait ce livre, Madagascar, la construction d'une nation. C'était un ouvrage de synthèse. Sylvain Urfer a été un coordonnateur efficace, assez terrible, parce qu'il ne fallait pas dépasser tant de lignes, tant de signes. Néanmoins, il fallait être précis et il fallait quand même une synthèse, excusez-moi. Et donc, le besoin d'être plus précis était une évidence. Alain Joson, ça va ? Directeur des éditions Hémisphère, donc, nous a proposé d'aller plus loin. Cette invitation est devenue un slogan entre nous. Nous irons plus loin. L'ambition, donc, a été de ne pas restreindre le public aux spécialistes et de produire un ouvrage susceptible d'intéresser tout curieux de l'histoire de l'île. Aussi, l'option a-t-elle été de mettre en valeur les matériaux d'une narration historique, d'où ce titre, Madagascar, une approche de l'histoire par les documents. Nous avons donc replacé les documents dans une trame précise avec pour chaque chapitre un résumé, des repères chronologiques, une bibliographie et quelques mises au point récentes sur certaines questions. Je vais donc essayer de vous donner une idée du contenu de l'ouvrage, de l'esprit de l'ouvrage à travers quelques documents, des documents qui sont divers, qui sont dispersés, je ne dirais pas de par le monde, mais effectivement, il y a des documents en Chine, il y a des documents à Madagascar, il y a des documents à La Réunion ou autres. Et pour commencer, nous allons partir de la couverture. Alors, cette couverture a comme titre « Dans un village des Hautes-Terres centrales ». Et cette photo a été prise pendant la belle période de la Première République, en 1967, en Imerne, dans une campagne qui porte les traces de l'histoire. À l'arrière-plan, je vais essayer d'être un peu moins pédagogique, à l'arrière-plan, vous avez les limites des champs, les enclos, peut-être les soubassements de tambours, d'habitation et les eucalyptus. Les eucalyptus, ça permet de dater le document. Au premier plan, vous avez des personnes de différentes générations, tout sourire. Et là, il y a surtout des enfants, quelques jeunes qui donnent une idée des tendances de la démographie. Il s'agit de ruraux, majoritaires à cette période. On a sur 6 millions d'habitants, 85% de ruraux. Actuellement, officiellement, il y aurait 60% de ruraux, mais peut-être moins. Néanmoins, on est à la campagne, mais l'influence de la ville est sensible. Elle est sensible, par exemple, dans les habits, dans les vêtements, dans le bonnet de laine, etc., etc. Alors, nous allons entrer dans le livre, dans le premier chapitre. Le premier chapitre s'intitule donc Madagascar. Est-ce que vous m'entendez ?
les réseaux d'échange de l'océan Indien, dans les réseaux d'échange de l'océan Indien avant le XVIe siècle. L'insertion de Madagascar dans l'espace monde de l'océan Indien et le peuplement de l'île sont prouvés par différentes sources. Il en est ici, par exemple, de textes chinois des XIIe et XIIIe siècles qui parlent de Madagascar sous le nom de, sans doute, de Kulun Senski. Kulun voulant dire les anges, plutôt les habitants de l'Asie du Sud-Est, et Senski veut dire les anges, les bantous de la côte Est. Donc, il y a des documents en Chine, des textes chinois qui font allusion déjà à Madagascar au XIIe, XIIIe siècle. Alors, ensuite, nous avons dans le livre cette poterie, disons, qui est conservée au musée d'art et d'archéologie. Et j'insiste sur le fait qu'il existe à Madagascar même des documents importants qui permettent d'écrire, de comprendre notre histoire. Il vous suffit d'aller à Issoak, par exemple, pour voir ça. C'est un tesson de poterie du Xe siècle, trouvé à Mahilka, dans la baie d'Ampasnava. Mahilka qui est considérée comme la première cité de Madagascar, fondée au IXe siècle. Mahilka, où on a trouvé également la première mosquée en pierre construite, connue à Madagascar au XIVe siècle. Alors, cette poterie, si vous voulez, dont les motifs rappellent des motifs décoratifs austronésiens, évoque les migrations à travers l'océan Indien, avec la possibilité de relais par les échelles du monde swahili, car on a trouvé des poteries du même type aux Comores et sur la côte est d'Afrique. Alors, il est dommage qu'apparemment le site patrimonial de Mahilka soit menacé. Chantal Radimla, qui est présente, a fait une thèse sur Mahilka et peut-être qu'elle nous éclairera plus sur ces menaces qui pèsent sur la ville. Bon. Deuxième document, c'est cette plaque tombale du XVe siècle qu'on a retrouvée à Kingeani, dans la baie de Buini. C'est une pièce qui est aussi conservée au musée d'art et d'archéologie. Et là encore, on a eu une preuve de l'intégration de la côte nord-ouest de Madagascar dans l'ère de culture swahili. Cette plaque est en corail, qui est un matériel également travaillé en Afrique de l'Est. Et la plaque, visiblement, montre une influence musulmane. C'est un mihrab qui est une niche installée dans les murs de mosquée. Alors, le quatrième document que je présenterai, c'est une porcelaine chinoise qui date sans doute. Alors là, je navigue dans des eaux qui ne sont pas du tout les miennes et je me réfugie derrière M. Philippe Ojard, qui nous dit que cette porcelaine date probablement du XVe, début XVIe siècle. Il s'agit donc d'une assiette en porcelaine qui est conservée cette fois au musée d'histoire naturelle de Nîmes. Alors, apparemment donc, les gens chinoises n'ont pas touché l'ouest de l'océan Indien, mais les Chinois ont déjà une connaissance indirecte de la région. Alors, cette assiette, qui est bien conservée, est probablement issue de fouilles de la nécropole de Vohemar. Alors, peut-être juste pour notre information, ces fouilles ont été réalisées en 1941 par Godbout, accompagné par le pasteur Vernier. Et le journal de Vernier est conservé, a été retrouvé et est conservé aux archives du DEFAP. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Ensuite,
Les fouilles ont été reprises par Pierre Vérin et par Chantal Radimlay. Donc, on a eu des récoltes importantes à Vohemar qui témoignent bien de l'insertion de cette échelle dans les réseaux de commerce lointains. L'autre document, le document suivant que je présenterai, c'est un document assez classique, je dirais. C'est une marmite tripode en chloritoschiste qui est encore conservée au musée d'art et d'archéologie. C'est un objet qui a été trouvé dans le nord-est de l'île. Alors le chloritoschiste, pour ceux qui ne le sauraient pas, moi je l'ai su il n'y a pas trop longtemps aussi. Donc c'est une roche métamorphique contenant du chlore. Bon. Et c'est une roche qui a été beaucoup travaillée dans la région de Vohemar, où on a des filons, effectivement. Alors, ces objets en chloritoschiste, là, vous avez la classique marmite tripode, mais vous avez d'autres objets. Vous avez des bols, des lampes, etc. Et ces objets fabriqués dans cette région ont été exportés ailleurs dans le sud-ouest de l'océan Indien. On les trouve, par exemple, à Mayotte. On les trouve aussi à Pemba, en Manda, etc. Alors, il y aurait un mystère que dont nos collègues archéologues pourraient parler, c'est que on a bien sûr des objets qui apparemment viennent de Vohemar, mais on n'a pas trouvé d'atelier, semble-t-il, si j'ai bien lu les œuvres de mes collègues. Vohemar, donc, qui est un centre important d'une culture dite de Raskiasi. Les Raskias signifieraient le seigneur des piastres. Alors, seigneur des piastres, sans doute enrichi par le commerce de ces marmites dans tout le sud, enfin de ces objets dans tout le sud-ouest de l'océan Indien. Voilà pour quelques exemples de documents du premier chapitre. Nous passons au deuxième chapitre qui s'intitule Peuplement et mobilité intérieure, 8e, 16e siècle. Alors, sont présentés dans ce chapitre des extraits de travaux d'archéologues sur des sites peu connus. Parmi les sites peu connus, il y a celui d'Andran Sua, en pays Entendrui. Ce site qui date du 11e, entre 11e et 15e siècle. Et dans cette région, cela ne nous étonne pas, on avait des sociétés vivant d'élevage, de cueillette, mais même dans le pays sauvage, entre guillemets, des Entendrouilles, on avait déjà des connexions avec l'étranger. On a retrouvé des débris de porcelaine chinoise, par exemple. Dans ce chapitre 2, nous avons donné aussi des extraits d'un classique pour les historiens, qui est l'histoire de la grande île de Madagascar d'Étienne de Flacourt, gouverneur au XVIIe siècle de la Compagnie des Indes orientales françaises, donc, et qui donne des informations importantes sur la moitié sud de l'île, notamment le pays Antamoussi. L'autre document que nous présentons, c'est donc ceci, un manuscrit sourabé. Le sourabé, le mot vient de surat, grande écriture, et c'est donc du malgache écrit avec des caractères arabes. Et ces sourabés sont transcrits sur un parchemin fabriqué avec une écorce d'arbre, l'arbre havour, qui sert pour ce que communément nous appelons papier en témour. Et l'écriture est faite avec de l'encre tirée du copalier. Dans ce livre, dans ce manuscrit, donc, nous avons des récits historiques
Et pour ce cas précis, cette page indique les remèdes pour rendre bien portant un corps malade de partout. Donc éventuellement, si vous lisez, vous pouvez vous référer et voir si les carrés magiques vous soignent ou nous soignent. Alors ce que j'aimerais peut-être dire, c'est que la maîtrise de l'écriture est un privilège. C'est un privilège et les cathibes du Sud-Est sont réputés et ils en ont profité pour circuler dans l'île pour diffuser leur savoir, moyennant sans doute des contreparties. Le document suivant, c'est toujours pour cette période, c'est de la céramique. Une céramique qui a été récoltée en Mbouimanana. Alors, en Mbouimanana, ça ne dira peut-être rien, mais je vais être plus précise. En Mbouimanana, c'est dans le Vakansson, peut-être ça ne dit rien non plus. Le Vakansson, c'est un affluent de l'Éthiopie. Là, ça commence à parler quand même. Et ça renvoie à une circonscription au sud de Tananarive, sud-est, qui est considérée comme le berceau de la dynastie des souverains qui ont régné en Imerne. Donc, si Al-Assour, ça vous dit quelque chose, bon, Al-Assour se trouve dans le Vakansson. Mais évidemment, ceux qui sont dans la Baradam disent non, c'est nous qui sommes à l'origine des dynasties, ce qui est entièrement faux. Bon. Donc, les tessons que nous trouvons là, ce sont des tessons de poterie. La poterie a été utilisée pour différentes choses, comme assiette, comme marmite, etc. Et ce que j'aimerais juste dire, c'est qu'il y a eu des datations qui ont été proposées pour ces poteries en Imerne. Ces datations ont été faites par une équipe autour de l'historien américain Henry Wright et un certain nombre de collègues ont participé aux travaux d'Henry Wright à la fin des années 90, il me semble bien, début de 2000. Et à partir de l'aspect des poteries, de leur composition, des dessins, on a déterminé une chronologie dans l'occupation des endroits. Donc là, cette céramique daterait de la fin du XIVe siècle, d'après ce que j'ai lu. Donc, c'est à partir de la constitution des objets, à partir des dessins, qu'on a établi une chronologie des poteries et une chronologie donc de l'occupation des sites dans lesquels on a trouvé les poteries. Nous passons après au chapitre 3 sur les constructions politiques et les identités plurielles du XVIe, XVIIIe siècle. Donc cette période a vu la formation d'entités politiques que nous nommons, que certains nomment les ethnies, ça ne veut rien dire, et ce sont des entités politiques autour de souverains, bien souvent, mais pas nécessairement autour de souverains. Alors, c'est ce que nous appelons les Sakalaves, les Mernes, les Bétile, etc., qui sont des entités politiques, j'insiste là-dessus. Alors, pour illustrer ce point, ce chapitre, nous avons pris des documents dans quelque chose qui est incontournable en histoire de Madagascar, c'est la collection des ouvrages anciens concernant Madagascar, d'Alfred et Guillaume Grandidier. Et entre autres, nous avons proposé un texte d'un père portugais, pas Luis Mariano, mais Mariano, sur les sociétés Sakalaves. Nous avons également proposé un texte de Nicolas Mayer. Nicolas Mayer, c'est un traitant français qui a circulé
à l'intérieur des terres et en Imerle, en tout cas, à la fin du XVIIIe siècle. Et il nous décrit les marchés en Imerle. Alors, on a bien sûr aussi les Tantaraniandjin, mais on ne va pas multiplier d'exemples. Retenons l'importance de la collection des ouvrages anciens concernant Madagascar, et puis donc les témoignages de traitants. C'est ce qui est essentiel. L'autre, comment je dirais ça, document que nous avons retenu, c'est la représentation de Dadi, de reliques royales Sakalava. Il s'agit là de Dadi conservées au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Bon. Alors, les Dadi, qui sont donc des reliques, sont constitués à partir d'éléments prélevés sur les corps des souverains défunts. Alors, ici, sans doute, je ne suis pas je ne suis pas médecin, mais enfin, je suppose que ce sont des os de membres, hein, je suppose. Enfin, je ne suis pas trop sûre, mais enfin bon. Et ces objets, ces éléments prélevés sur le corps sont travaillés par des roturiers qui sont spécialistes dans la fabrication des reliques. Et les reliques sont conservées ensuite dans des reliquaires. Alors, ce qu'il nous faut surtout retenir, c'est que ces reliques participent à l'ancestralisation du roi. C'est-à-dire qu'à travers les reliques, la mort du roi est niée symboliquement. Le roi continue à vivre. Ces dadi sont donc fondamentaux dans l'institution de la royauté. Et la possession des dadi est une condition pour pouvoir exercer le pouvoir. En quelque sorte, les dadi sont des regalia, des attributs et des insignes royaux. Ils représentent le souverain et font le souverain. Voilà ce qu'on pourrait dire. Et ces dadi sont l'objet de rituels. Ces dadi sont conservés dans des endroits que l'on appelle les Mahabu au Ménabé et les douanes dans le Bouine. Et ces dadi sont baignés tous les 7 ans. Alors, je ne sais plus quand a eu le dernier Fitampou. Comment? L'année dernière. Bon, donc il faut attendre 6 ans pour le prochain bain des reliques. Donc, voilà quelques éléments dans ce chapitre 3. Le dernier élément, c'est ceci. Cela représente le tissage d'un lambe en soie et ça se trouve, enfin l'atelier est à Swatanan en pays Betsleo. Alors Swatanan pour nous, ça évoque d'abord le mouvement du réveil. Tout de suite on dit ah fifoise, etc. Et tout le monde vêtu de blanc. Ben, il y a quand même une autre réputation de la région, c'est la fabrication des lambes en drame. Et nous avons retenu ceci pour évoquer la répartition des rôles dans les sociétés, donc le rôle des femmes, et surtout toute la symbolique autour du lambe. Le lambe qui fait corps avec la personne, le lambe qui désigne la personne. Le lambe renvoie également à l'ensemble de la société. Et le lambe figure, en fin de compte aussi, le royaume et de notre temps, la nation. Alors, je ne voulais pas le dire, mais je vais quand même le dire. Si vous connaissez le livre de Françoise Raison et Sloufrandianza, La nation malgache au défi de l'ethnicité, vous aurez vu qu'en couverture, il y a un lambe. C'est bien, ça a son sens, si vous voulez, d'avoir mis un lambe là. Le tissage de lambe, donc, c'est la société, c'est l'ensemble des personnes. Et le tissage, comme l'a évoqué ici Emerson dans son exposé, le tissage évoque l'harmonie, évoque
la plénitude, le fondement d'un idéal de société. Ça a été le titre de son topo. Et nous passons au chapitre suivant, le chapitre 4, qui s'intitule « Le siècle du royaume de Madagascar », c'est-à-dire le 19e siècle. Le 19e siècle, au moment où les souverains et souveraines du royaume de Limerne ont mené un programme d'unification politique. Alors, nous avons tenu quand même à donner une idée de la situation dans les différentes régions. Et donc, nous avons des textes sur les royaumes sakalaves, qui avaient la prééminence jusque-là. En tout cas, avant le 19e siècle, ce sont les sakalaves qui dominaient. Alors, ces entités sakalaves sont évoquées dans un manuscrit datant de 1840, un manuscrit d'un chirurgien français qui était sur le navire La Prévoyante. Ce chirurgien s'appelait Petit. Et ce manuscrit est conservé dans les archives des sœurs bénédictines d'Ambouste. Vous voyez, vous pouvez le chercher. Il a été recopié par Noël Guenier, qui l'a prêté à Samuel Sanchez. Donc vous voyez un peu la transmission des choses. Et ce manuscrit qui nous décrit les pays sakalaves en 1840 évoque comment Radam a tiré parti des rivalités au sein du royaume du Boune, entre la branche aînée des Bémistres et la branche cadette des Bémazab. C'est l'une des raisons qui a facilité aussi la conquête de la région par le royaume de Tananarive. Et bien sûr, parlant du XIXe siècle, on ne pouvait pas négliger la princesse Juliette Fiche, dont nous avons une représentation, fille de Jean-René, souverain des Anamalates, un personnage incontournable, dirait Dominique Bois, incontournable pour les traitants, et je crois bien qu'il y a eu un exposé déjà sur elle ici, et il y aura un autre, je suppose. Bon. Donc il y a une représentation de Juliette Fiche, qui n'est pas une beauté classique, mais c'est quelqu'un qu'il faut connaître. Bon, alors, nous avons donné un texte, un document classique, qui est le discours de Ranaval, le premier aux étrangers, interdisant le christianisme à ces sujets. Et il y a différentes versions de ce kabbalah, mais nous avons choisi un document conservé aux archives nationales de Madagascar, dans les archives royales. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler l'importance des archives royales, enfin des archives en général. Et ces archives se trouvent, est-ce que tout le monde sait où sont les bâtiments des archives? Bon, je ne vais pas faire lever le doigt, mais les archives se trouvent à proximité de l'hôtel de la police, à Tsarlalan, dans un quartier inondé en cas de grosse pluie. Or, il y a une fragilité de ces documents qui sont uniques et que beaucoup nous envient. C'est donc pour moi l'occasion d'insister sur l'importance d'une politique de conservation et de préservation des archives. C'est une grande partie de la mémoire de la nation qui peut être en péril si rien n'est fait. L'autre document que nous avons choisi, c'est ceci, un grenier à riz en Limerne. Un grenier à riz en Limerne qui est reproduit, c'est une gravure, donc tout est inventé, enfin, en gros quand même, dans le livre de William Ellis. Je veux dire, c'est une imagination plutôt d'invention. Il a dû lire des descriptions et il a reproduit cette gravure. Donc ce qui est intéressant, c'est l'importance du grenier comme endroit où est conservée la récolte de toute une famille au moins. Donc c'est l'importance des travaux collectifs
la capacité d'anticipation des sociétés aussi, et sans doute cela facilite la taxation par l'administration royale également. Alors, l'autre document que nous avons donné, c'est un texte sur l'expédition dans la conquête donc, de Madagascar, l'expédition de Reine Maharu dans le sud-est de Madagascar en 1838. Alors, ce manuscrit, je le cite, c'est Reine Maharu d'abord, c'est un Houve de Limerne, les Tsmiamboula, qui ont fait l'objet d'une thèse récemment soutenue, la thèse de Reilson Revlal, ici présente d'ailleurs. Et surtout, ce manuscrit est conservé en Batrouk, aux archives de la province des Jésuites de Madagascar. Alors, il faudrait peut-être savoir pourquoi ça se trouve là. Je me tourne vers toi, mais peut-être pas. Donc, Reine Maharu, non, mais moi, mon idée, c'était de dire que les documents se trouvent un peu partout. Et Reine Maharu fait un bilan de l'expédition, je vous passe les détails, les tués, les captifs, etc. Dans ce livre, nous avons donné également une photo, une représentation d'une carte. La carte de l'expansion du royaume Merne vers le royaume de Madagascar. Carte réalisée par l'un d'entre nous, Samuel Sanchez, qui est maître de conférence à Paris maintenant. Et cette carte nous permet de comprendre la logique de l'expansion. Comment, d'abord, il fallait conquérir les rizières autour de Tananarive, puis aller plus loin jusqu'à atteindre la mer, en évitant les intermédiaires, Bezamzam, qui se faisaient payer en passant, bien sûr, c'est normal aussi. Donc, pour pouvoir avoir des relations avec les étrangers, il fallait aller jusqu'à la mer. L'autre document que je voulais vous présenter, c'est ceci. La préparation des pots de bœuf à Majunga en 1885-1890. Alors, je voulais en parler parce que il y a bien sûr des documents sur Madagascar qui se trouvent en France, les documents à caractère politique de la période coloniale. Mais on a aussi des documents qui datent d'avant la conquête coloniale, et là, ces documents se trouvent au ministère français des Affaires étrangères. Et dans un fonds qui s'appelle Pinard, du nom d'un agent diplomatique, Pinard, c'est pas le pain, agent diplomatique français, non, parce qu'il y a un sourire, donc l'agent diplomatique français à la sous-résidence de Majunga. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que les bœufs sont une des marchandises les plus recherchées à Madagascar, mais les peaux sont également recherchées pour les chaussures. Et il semble même que dans la région d'Ananalave, les Dahab s'en prenaient aux troupeaux de zébus juste pour récupérer les peaux, et en laissant, en véritable prédateur, en laissant la viande traîner. Bon, puisque c'est la peau ce sont les peaux qui les intéressaient. Et je crois que vous pouvez remarquer que ces constructions rappellent celles qui se trouvent aussi sur la côte orientale d'Afrique, donc encore ce lien entre la côte est d'Afrique et le nord-ouest de Madagascar. Vous devinez les patrons, au fond, commerçants indiens, sans doute déjà, et en blanc, assis, et les ouvriers, peut-être des esclaves, en tout cas des malgaches, torse nu, qui sont en train de travailler. Le chapitre suivant, je vous demande un peu de patience, j'en suis à l'avant-dernier, c'est le moment colonial, la période coloniale, et nous allons commencer avec ceci, qui est une photo magnifique, c'est l'inhumation de Renler Vouni, l'ancien Premier ministre, et cette photo, elle a été prise
dans un centre de ressources important pour l'histoire de Madagascar. Ce sont les archives privées du département français d'action protestante, qui se trouvent au DEFAP, au 102 boulevard Arago. Donc, Renler Voun a été exilé en mars 1896, il mort à Alger, et Gallieni, comment je dirais ça, pensant qu'il n'y avait plus de danger à ce qu'il revienne, mort en tout cas, fait rapatrier son corps aux frais de la colonie. Et le corps arrive à Tananarive en octobre 1900, et il est inhumé au tombeau que vous connaissez, qui se trouve du côté d'Israk, simplement. Et ce tombeau, qui a été édifié par la Borde pour Régnard, allait servir de modèle pour les grandes familles de Tananarive. C'est un tombeau massif en pierre de taille avec un stupa qui rappelle l'intérêt de la Borde pour l'Inde. Et dans l'assistance, il y avait les officiels, dont Gallieni, mais on n'a pas retenu cette photo. On a plutôt retenu cette photo d'une immense foule portant le lambe, vêtue de blanc, venue rendre hommage à leur Premier ministre. Donc, dans un respect total. Nous avons inclus dans ce chapitre sur la période coloniale un classique qui est la statue équestre de Gallieni, remplacée depuis par la colonne à la mémoire des martyrs de 1947. Nous avons inclus aussi les extraits des mémoires du père Rémy Albert et sur la sanction infligée aux Malgaches qui n'avaient pas payé leur capitation et la complicité entre Malgaches pour éviter de se faire avoir. Lorsque les enfants repéraient un agent de police dans les environs, eh bien, ils allaient prévenir les adultes, faites attention, ne sortez pas. Et parmi ces enfants, il y avait donc le père Rémy Albert. Donc c'est quelque chose qui est intéressant, quoi. Nous avons aussi donné, pour la période coloniale, un extrait du roman d'Andy Andrain, le docteur Azafrazak, un roman, Mitarainantani, qui parle des exactions commises dans la région du lac Alot et qu'on connaît moins que les exactions dans le nord-est, dans le sud-est, etc. Et l'accaparement des terres par les colons avec, dans certains cas, la complicité de Malgaches. Donc vous avez le texte d'Andy Andrain et une traduction. Nous donnons aussi, toujours pour la période coloniale, l'histoire de l'hymne que Madagascar, Tandrazanei, Tansarbit, etc., que nous entonnons ici et ailleurs en différentes circonstances, sans qu'on sache, sans que la majorité ne sache de quel héritage il s'agit. On chante, mais je ne suis pas sûre que beaucoup sachent d'où nous vient cet hymne que nous chantons. Donc, dans le livre, nous donnons une généalogie de cet hymne. Enfin, nous avons la couverture de 2 livres de lecture en français et en malgache, 2 livres de lecture qui ont marqué la génération des personnes qui ont fait leurs études primaires dans les années 50. Alors, je vous fais remarquer tout simplement que les titres ne disent pas la même chose, premièrement, et que les objectifs à l'intérieur ne sont pas les mêmes. Le livre en malgache, c'est juste pour lire. Le livre en français, c'est un manuel d'apprentissage de la langue française. Et tout ça, ça se passe à la fin de la période coloniale, à un moment où, si vous voulez, la culture française a été plus prégnante qu'au début de la période coloniale, contrairement à ce que l'on pense. Alors, même si les choix ont été difficiles, vu la masse de documents, nous avons inséré, il me reste un dernier chapitre,
nous avons quand même tenu à insérer 2 portraits dans ce chapitre. Un portrait de Moon Jae-in, dont la formation politique commence pendant ses trajets à pied de l'Anhui à l'extrême nord. Alors, nous connaissons surtout le Moon Jae-in déjà âgé. On a du mal à l'imaginer comme jeune travailleur allant à pied durant la période coloniale, traversant du sud vers le nord. Et à côté, nous avons mis le pasteur Avelzon, dont l'esprit souffle quelque part dans les environs du musée de la photographie, puisqu'il a été pasteur dans Buitante tout près. Et j'en viens au dernier chapitre, l'indépendance au service de l'unité. Alors, la masse des documents et leur diversité ont compliqué les choix. Et il y a eu de grandes batailles entre ceux qui ont travaillé sur les premiers chapitres et ceux qui ont travaillé sur la fin du livre. Donc, nous avons quand même parlé des emblèmes d'un pays indépendant et nous avons choisi de représenter les stèles de l'indépendance en essayant de donner une idée de la diversité. Alors, nous avons peut-être eu tort, mais la capitale nous a paru incontournable. Nous avons retenu Antsirabe, car le monument est l'œuvre du premier architecte urbaniste malgache, Razaf Ndemieng. Et à côté, nous avons choisi Myanmar. Peut-être les gens du Fisaka doivent être heureux. Nous avons choisi Myanmar, tout simplement pour le côté dynamique de la photo, avec la présence de la foule et le jour de l'inauguration avec un orateur qui est en lampe, etc. Et surtout, l'autre raison du choix d'Antsirabe Myanmar, c'est que ces photos figurent dans un fond intéressant, les archives photographiques de l'agence Santa, actuellement conservées à la bibliothèque municipale. Donc, c'est une piste pour ceux en quête de documents pour la période des années 50-60. Et par exemple, ceux qui s'occupent du 60e anniversaire de l'université. Ah, c'est 65e, je suis désolée, oui. 65e, pourquoi d'ailleurs, oui. Il y a une photo dans le livre, à la page 199 exactement, photo figurant le professeur Siméon Radzon inaugurant le département de langue et lettres malgaches. Nous avons également, dans ce dernier chapitre, des témoignages sur des faits récents, un document exceptionnel donné par Nicolas Pell sur la révolte du Monima en 1971. Nicolas Pell était à Belamout, dans le sud, et il a osé raconter ce qui s'est passé et même la répression qui s'en est suivie. Nous ne pouvions pas faire l'impasse sur des documents concernant la volonté de redonner de l'importance au Fuknuln. Et nous avons fait figurer un discours de Ratsimandrava et une photo de lui en tournée de Alaoulana en Balavo. Nous ne pouvions pas non plus passer sous silence la charte de la révolution socialiste avec un échange invraisemblable entre Didier Ratzirk et sa biographe Cécile Lavrar-Meyer, où Didier Ratzirk nous explique qu'au fond, c'est peut-être Julius Nyerere qui a copié sur lui, etc. etc. Bon, et que ce n'est pas lui qui s'est inspiré de Julius Nyerere. De même, nous avons parlé du Madagascar contemporain avec quelques extraits sur les zones franches, sur les mines, etc. Nous avons essayé de ne pas sombrer dans le pessimisme avec des aspects positifs méconnus. Par exemple, ce qui se passe à Antsirabe avec cette
cette volonté de diversifier la production agricole, de même que Claude Randémiengue nous a donné des paragraphes sur la production de cinéastes à Madagascar, malgré toutes les difficultés. Alors, je crois que je vais passer très vite sur le commerce extérieur à la fin de la Première République, où la France reste, je crois sur bleu, le partenaire privilégié, le premier fournisseur, si vous voulez, du pays. Les changements sont plus nets après Didier Ratsirac. Le document suivant, c'est 1972. Nous avons intitulé le passage d'Ambalavao, l'étincelle qui mit le feu aux poudres en 1972. Quand on évoque 1972, on a toujours à l'esprit la place du 13 mai, la capitale avec l'hôtel de ville en feu. On oublie presque que l'étincelle est partie d'Ambalavao, un centre secondaire aux confins du sud du pays Betzleo. Nous avons donc voulu y revenir en mettant un visage derrière un nom banal, tombé un peu dans l'oubli, qui est Randenarsu Modeste, dont la mort a suscité l'indignation et fait éclater une colère qui couvait. Donc nous avons tenu à mettre ça. Modeste, qui était un lycéen d'une école privée. C'est ce que rappelle cette banderole aussi, une banderole qui a été étendue par, hissée, je vais dire, par les étudiants d'Amboutsen. Enfin, il y a le pont de Dakar, pendant la période Ravalomanana et Ratsiraka. Donc, je laisse le soin, avant de conclure, moi-même, à Nicolas de faire le commentaire, puisque c'est tiré d'un livre. Donc, je ne sais pas, tu as besoin de ça, tu as besoin de te mettre là pour face de ton public. Je suis très intimidé de remplacer la professeure qui n'est plus émérite. Merci, Far. Alors, cette caricature, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais elle est tirée du Midi Madagascar, et c'était le 17 avril 2002. La date est importante parce que le 18 avril 2002 ont été signés les premiers accords de Dakar. Alors ça, c'est l'histoire contemporaine, il faut peut-être s'en rappeler un peu. C'est que la crise de 2002 a suscité les accords de Dakar. On les appelle les accords de Dakar parce qu'il y a eu les premiers, ce 18 avril 2002, entre Ratsiraka et Ravaln, qui n'ont pas abouti. C'est-à-dire chacun est rentré chez soi et a fait comme avant. Et donc il y a eu une seconde tentative qui date du mois de juin 2002. Alors cette caricature est intéressante parce que elle montre l'état chaotique dans lequel se trouvait le pays et dans lequel se trouvaient les accords de Dakar. Vous avez sur la gauche, vous avez Ratsiraka qui ne pense qu'à une seule chose, c'est tout détruire, d'après des caricaturistes. Et à droite, Raval qui regarde faire deux têtes africaines, c'est-à-dire des chefs d'État de l'époque, dont certainement celui du Sénégal, et qui sont en train de bricoler, si on peut dire, comment on va faire cet accord entre les deux. Et ça, évidemment, ça ne s'est pas fait. L'affaire n'a pas marché et ce fut un échec. Pendant toute cette période de 2002, c'est-à-dire à partir du mois de février surtout, février-mars, jusqu'au mois de juin, il y a eu un événement qui s'est prolongé ainsi pendant des mois, qui est unique
parce qu'il ne s'est jamais trouvé avant, c'est le dynamitage des ponts. Il y a eu 10 ponts qui ont sauté entre le mois de mars, le 29 mars, premier pont, qui est d'ailleurs le pont de Fatihita sur la route d'Angoustre, et le dernier pont au mois de juin, qui est un petit pont sur la route de Tuléar. Et en fait, ici, au moment des premiers accords de Dakar, on en était simplement au 4e pont, qui était Embouement de Rouge. Ce pont d'Embouement de Rouge qui est célèbre par son étroitesse, et pas plus que les autres d'ailleurs sur la Nationale 7. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce pont a été dynamité, mais en fait, c'est la pile du pont qui a été dynamitée. Et le tablier s'est reposé, au moins sur une partie, s'est reposé par terre. Et on a pu ensuite le remonter. Alors, on n'a pas changé le pont. C'est simplement en 2023 ou 2024 qu'on refait complètement le pont à une largeur subséquente pour les camions de 35 tonnes qui passent par là. Alors, voilà pour les ponts. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est la caricature elle-même de POV. Vous connaissez POV ? Qui est POV ? Eh bien, c'est assez facile à trouver, parce que j'ai Google comme un imbécile. Et POV est en fait William Rachouanaïv, qui est né en 1975 à Tana. Il s'est formé au journalisme, en fait, à l'origine, à Berlin, en Allemagne. Et il commence à faire des caricatures dans Midi Madagascar en 1997. Donc il a 22 ans à peu près. Et depuis 2006, il travaille avec le groupe de l'Express à Maurice, et particulièrement dans l'Express du dimanche. Et donc il a publié un certain nombre de caricatures, parce que ce qui l'intéresse, c'est effectivement ces troubles politiques et sociaux qui se manifestent dans la société à Madagascar et comme ailleurs. Mais là, c'est... Alors, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas pu trouver, il a signé POV, P-O-V, parce que ça n'a aucun rapport avec William Rachouanaïv. Il doit y avoir autre chose derrière, je ne sais pas quoi. Si quelqu'un peut me le dire, je serais heureux de l'apprendre. Cependant, POV a obtenu aussi un prix RFI Reporters sans frontières en 2003 et un prix Liberté de la presse francophone en 2010. Il a quand même pas mal travaillé, si on peut dire. Bon. Il a publié aussi quelques BD, des bandes dessinées. Et maintenant, il n'en publie plus. Ceci pour informer ton point d'interrogation. Bon, merci. Et pour conclure, disons, nous aurions aimé faire figurer bien d'autres documents. Par exemple, nous aurions voulu faire paraître en entier des textes de chants de Mahaleo, mais aussi de Lolo Shentarne ou de Azem Midurubka sur les problèmes de société. Mais il a fallu faire des choix et nous nous sommes contentés de résumer au Ramiaramilo, les Imbo ou en Pitaptom Namakwan. Ce livre est sorti des presses alors que les jeunes manifestaient à Madagascar et que, descendant d'Ambouitsain, ils ont à un moment entonné « Oh, Ramiaramilo ». Donc nous nous sommes dit, on n'est pas trop loin de la vérité. Nous nous sommes dit alors que nous avions fait un bon choix en terminant notre épilogue rédigé en commun par « Compter sur la dynamique d'un pays jeune ». Sans fausse modestie, grâce au maquettiste qui a su jouer sur les couleurs, disons-le, nous pouvons dire que c'est un beau livre, un livre agréable à consulter. Et nous espérons que nous sommes conscients que de la richesse des sources qui se trouvent même à Madagascar et de la nécessité de les préserver.
Alors, pour terminer, nous espérons que les usagers ne seront pas déçus et que, pour le moment, il n'y a que cette édition qui est là, mais nous espérons qu'il y aura une édition aussi accessible que l'édition de Foi et Justice pour l'histoire de Madagascar, la construction d'une nation. Bon, nous sommes désolés de tout le temps que nous avons pris, mais peut-être que la richesse du livre nous a entraînés. Merci de votre attention. Bon, alors, je m'excuse, Madame Sylvie Ndemiam, qui devait nous rejoindre, est souffrante, donc c'est son absence. Les autres sont à l'extérieur.